dans cette nouvelle production du Tic au Tac sur JNJ Media. La Côte d'Ivoire vient de remporter la 3e CAN de son histoire au bout d'une compétition au cours de laquelle elle a été repêchée comme ultime meilleure 3e. Une CAN réussie en tout point, tant sur le plan organisationnel que sur le plan du jeu. Si cette Côte d'Ivoire a pu se démarquer, tel n'a pas été le cas pour le Cameroun. La sélection menée par Rigobert Song a sombré et a quitté la compétition en 8e de finale. Après, comme très souvent, du rififi dans la tanière. Entre mésententes au sein de la tanière et l'hyper-présence du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui aurait dirigé, selon certaines de nos informations, certaines séances d'entraînement. Les Lions indomptables ont présenté le visage d'une sélection décousue, dépassée, incohérente et incapable de réagir. Dans ce nouveau numéro du Tic au Tac, nous vous replongerons dans la CAN ivoirienne et le bilan de participation du Cameroun. Que s'est-il réellement passé en terre ivoirienne? Pourquoi Samuel Eto'o est-il une fois de plus pointé du doigt? Rigobert Song a-t-il été à la hauteur? Quelle est la responsabilité des joueurs dans cette débâcle? L'exécutif actuel à la tête de la FECAFOOT peut-il encore conduire le Cameroun vers des victoires glorieuses comme celles des années 2000? Nous en parlons dans le cadre de cette émission aujourd'hui avec Alain Denis Ikoul, qui est le promoteur des CFoot, médias en ligne spécialisé dans le traitement de l'actualité du football au Cameroun et de ses acteurs. Il revient fraîchement de la Côte d'Ivoire où il a couvert la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Avec lui, nous évoquerons les choses vues et entendues au sein et en dehors de la tanière des Lions. Bienvenue à tous et à toutes. Vous regardez du Tic au Tac sur JNJ Media. De retour sur ce plateau avec notre invité Alain Denis Ikoul. Bonsoir Alain, merci d'être là. Bonsoir Romaric, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et même internautes. Je suis très ravi d'être là ce soir. Merci. Quand on sait que vous êtes une grosse gueule, c'est comme ça qu'on vous qualifie dans le monde du football. On estime que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Si c'est vous qui le dites, je suis preneur. De toutes les façons, nous essayons juste de dire les choses telles que nous les voyons, telles que nous les percevons. Nous donnons le rendu de ce que nous vivons au quotidien sur le football camerounais. Nous donnons aussi notre opinion par rapport à notre façon d'analyser les choses. Et donc, si fort de cela, vous estimez que je suis une grosse gueule, qui suis-je pour refuser? Déjà, félicitations également pour le travail que vous abattez pour CFoot, qui est aujourd'hui la plateforme incontestable de traitement de l'actualité du football au Cameroun et de ses acteurs, comme je le disais en introduction de cette émission. Merci, mais c'est le travail déjà de toute l'équipe, parce qu'il faut dire que je suis peut-être la face visible de cet iceberg qu'est CFoot, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière et avec qui, au quotidien, nous essayons de nous mettre à la hauteur des défis liés au football camerounais qui sont pluriels, ces défis. Alors, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations avec vous, la participation du Cameroun, comment cette CAN s'est déroulée. Vous étiez en plein cœur de cette CAN, on vous a vu en pleine immersion, aussi bien dans la tanière, en dehors de la tanière, couvrir l'actualité des Lions indomptables en Côte d'Ivoire. Après donc l'élimination du Cameroun au premier tour de la Coupe du Monde, les Lions indomptables de Rigobert Song viennent de présenter l'image d'une sélection en manque de principal référentiel, tant dans le jeu que sur le plan du leadership. Et pourtant, on a comme l'impression qu'aucune remise en cause n'est encore effectuée jusqu'à présent pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Oui, déjà, il faut préciser qu'ils ont été éliminés en 8e de finale par le Nigeria et non au premier tour. Tout à fait. Maintenant, le premier tour, c'était pour la Coupe du Monde. Voilà. Parlons donc de la CAN, c'était en 8e de finale. Oui. Et la Coupe du Monde, vous en avez parlé, effectivement. Le bilan n'a pas été fait, malheureusement. On s'attendait tous à ce qu'il y ait un bilan qui puisse être fait après cette Coupe du Monde pour qu'on puisse, n'est-ce pas, s'adosser dessus pour mieux envisager la CAN qui est arrivée dans la foulée quelques mois seulement plus tard. Mais malheureusement, les errements managériaux de ceux qui dirigent aujourd'hui notre football n'aidant pas, il n'y a pas eu ce bilan qui a été fait. Et donc, on est parti à la Coupe du Monde n'ayant pas véritablement gommé les erreurs, on est parti à la CAN, pardon, n'ayant pas gommé les erreurs de la Coupe du Monde. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, on a vu tout ce qui s'est passé. Et donc, aujourd'hui, les Camerounais n'ont que leurs yeux peut-être pour pleurer et d'autres pour rire. Certainement dans les mêmes circonstances. Parce que on sait ce qui s'est passé à la Coupe du Monde et on voit ensuite ce qui s'est passé à la CAN. Mais est-ce que vous pensez que le déclenchement de tout ceci, ce n'est pas le fait, par exemple, dès le départ, qu'on ait chassé l'ancien coach qui était présent pour mettre Rigobert Song? Parce que le ministre des Sports avait dit à l'époque qu'il ne trouvait pas urgent de chasser ce coach qui avait commencé un travail à la base et qui nous amenait vers un chemin. Mais on a tout de suite rompu pour donner le contrat à Rigobert Song et aujourd'hui on se retrouve un peu en manque. De toutes les façons, je pense qu'il est difficile de voir les choses différemment. Pourquoi? Parce que quand on questionne un peu les résultats
que le dernier sélectionneur a atteint avec les Lions à la CAN, même si c'était à la maison quand même. On est sorti 3e de cette Coupe d'Afrique-là. Et le résultat qu'on a quand même pu produire sur cette récente CAN en Côte d'Ivoire, évidemment qu'on peut en venir à cette conclusion dans laquelle c'est de là qu'est parti le problème. Mais moi, je suis partisan de ceux qui pensent que le changement n'est pas mauvais en soi. Le changement, en fait, n'est pas mauvais. Il a d'ailleurs beaucoup plus de choses positives à apporter que de choses négatives. On a vu avec la Côte d'Ivoire, par exemple, qui en cours de parcours à la CAN a changé d'entraîneur et tout a commencé à marcher comme par une baguette magique. Donc, le changement en lui-même, fondamentalement, ne pose pas de problème. Maintenant, par qui est-ce qu'on change ? Par qui est-ce qu'on remplace celui qui était là? Est-ce que les raisons pour lesquelles on a remplacé, on a enlevé celui qui était là précédemment pour en mettre un nouveau sont des raisons qui ont été véritablement étudiées et qui nous ont poussé à comprendre qu'en réalité, le nouveau est la personne qu'il faut à la place qu'il faut? C'est là toute la question. Et à cette question, je répondrai par la négative. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a nommé Rigobert Song, j'étais de ceux qui sont montés au créneau directement le lendemain, c'était en mars 2022, pour dire que pour moi, c'était la consécration de la médiocrité. Je l'ai dit, j'ai pris beaucoup de coups. Parce que j'estimais que Rigobert Song, malheureusement, n'avait pas des rudiments nécessaires et même l'expérience nécessaire pour pouvoir gérer les Lions. Et quand on questionne un peu son passé en tant qu'entraîneur de football, c'est avec les U23 et les A' aussi autrefois, c'est une seule rencontre de remporter dans une compétition officielle avec ces deux équipes-là. Donc, quand tu sors de là avec ce bilan-là et qu'on te promeuve directement à la tête de ce qui se fait de mieux dans une nation et même sur le continent, parce que le Cameroun, c'est quand même, du point de vue historique, une grande nation de football, pour moi, je pense que c'est la consécration de la médiocrité. Et donc, ceux qui dirigent le football aujourd'hui, je ne sais pas quels sont les éléments qui ont présidé à ce choix de Rigobert Song-là. On nous a parlé de la nationalisation. Ce n'est pas une mauvaise chose que de vouloir nationaliser le poste de sélectionneur, le banc de touche. Mais après, quand on veut nationaliser, il faut aller chercher les meilleurs sur le plan local pour pouvoir les placer à ce poste-là. Est-ce que Rigobert Song est parmi les meilleurs entraîneurs au Cameroun? Ou alors était parmi les meilleurs entraîneurs camerounais en 2022? Pour moi, personnellement, non. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait leurs preuves, que ce soit en championnat local, que ce soit dans certaines sélections de jeunes, comme Bonaventure Jockey, par exemple. Je ne dis pas qu'il aurait mérité ce poste. Mais je veux dire que si on veut mettre sur une balance les différents entraîneurs de nationalité camerounaise, évidemment que des personnes comme ça devaient directement venir à l'esprit de ceux qui devaient décider. Mais on a choisi Rigobert Song peut-être parce qu'il est un ancien joueur indomptable et tout le reste, mais c'est pas très suffisant pour porter l'équipe nationale du Cameroun. Et 2 ans après aujourd'hui, on a tous vu que j'avais eu tort d'avoir eu raison trop tôt en fait. Alors sur ce plateau, Jean-Bruno Tagné nous faisait comprendre que l'arrivée à la tête des Lions indomptables de Rigobert Song était une volonté personnelle de Samuel Eto'o, parce que, dit-il, c'était une promesse de campagne venant de sa bouche qui était l'ancien directeur de campagne de Samuel Eto'o. Est-ce qu'on ne peut pas mettre du crédit à ses propos? Oui, c'est une vérité. J'ai aussi eu des échanges avec Jean-Bruno qui a confirmé cela. Et même avant d'échanger avec lui, on avait déjà appris cela venant de d'autres sources bien proches du directeur de campagne de Samuel Eto'o. Mais c'est aussi là le problème certainement. Pourquoi? Parce que un deal de campagne, même quand on le fait, on doit le faire sur la base de la compétence. Si j'estime que si je suis aujourd'hui président de la République, Omar Tenda sera mon ministre de la Communication, c'est sur la base de ce que j'ai vu de lui en tant que journaliste, en tant que communicateur. Tout à fait. Alors, ça ne va pas être sur la base des copinages, des petites relations qu'on pourrait avoir en dehors du cadre professionnel. Donc, si Samuel Eto'o a choisi Rigobert Song sur la base des éléments qui ne sont pas objectifs et qui relèvent plutôt du copinage, d'autres ont même parlé d'ethnie, mais je ne veux pas penser que ça a été le cas pour Rigobert Song et Samuel Eto'o. C'est aussi là, malheureusement, peut-être l'origine de l'échec actuel que connaissent les Lions indomptables du Cameroun. Parce que quand on ne met pas la bonne personne au bon endroit, évidemment que les conséquences elles sont plutôt dévastatrices. Alors, vous étiez en Côte d'Ivoire. Comment avez-vous trouvé la participation des Lions indomptables à cette CAN? Rappelons quand même que les Lions ont joué 4 matchs dans cette CAN pour 2 défaites, 1 match nul et 1 victoire. Les Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations 2022-23 en Côte d'Ivoire, je vous avoue, je vais vous surprendre peut-être, il y a beaucoup de Camerounais avec. Pour moi, ils ont une participation plutôt honorable. Vous serez peut-être surpris de l'entendre comme ça. Oui, très honorable d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il y a 2 grilles d'observation. Si on est nostalgique, on va se dire que, ok, les Lions, c'est le Cameroun, et donc le Cameroun qui va à la CAN doit forcément être parmi les meilleurs. Et donc, sous ce prisme-là, on va se dire que c'est une participation catastrophique. Mais quand on est réaliste et qu'on regarde la réalité en face de soi, il est évident que moi, en partant du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, je partais en me disant que les Lions seraient au mieux
dernier de leur poule avec 1 point et fort de cela devaient rentrer très rapidement. Mais ils m'ont surpris. C'est pas un peu trop dur? Non, c'est pas trop dur parce que, mais regardez, notre équipe aujourd'hui, quand on la regarde vraiment dans le jeu, et même sur cette CAN que moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, je vous promets que l'équipe du Cameroun produisait le jeu le plus catastrophique des 24 équipes qui étaient qualifiées à la Coupe d'Afrique des Nations. Les petites équipes comme la Mauritanie, les équipes comme la Gambie qu'on a battue d'ailleurs 3-2. Oui. En termes d'élaboration du jeu, en termes de maîtrise collective, en termes d'idées et tout ce que ça comporte dans le jeu était mieux bâti que notre équipe. C'est-à-dire se produisait mieux sur le terrain que notre équipe. Donc moi quand je partais, je reviens donc sur le fil de mon argumentaire, quand je partais du Cameroun pour la Côte d'Ivoire, je me disais que voilà, on va pour couvrir la CAN, on est Camerounais, on va suivre les Lions, c'est normal, c'est notre équipe, c'est notre pays. Mais que après 3 matchs, notre bail, notre séjour, le séjour des Lions particulièrement, devrait être écourté parce qu'ils devaient être derniers de leur poule. Mais moi, ils m'ont surpris en réussissant déjà à sortir de cette poule-là et par la suite en allant jusqu'en 8e de finale. Simplement parce que quand on questionne un peu les 2 dernières années de l'équipe du Cameroun dans le jeu, dans la production, dans les résultats même aussi, évidemment que rien ne destinait le Cameroun à sortir de cette poule-là où il y avait quand même des équipes comme le Sénégal, tenant du titre, des équipes comme la Guinée qui sont sans cesse en progression, et la Gambie qui est menée par quelqu'un qui tactiquement quand même propose des choses assez sérieuses. Donc, quand tu as donc face à toi des équipes comme ça, qui ont de l'idée dans le jeu, de l'idée même dans tout ce qu'elles veulent faire sur le terrain, et que vous en face, vous avez des gens qui vous donnent plus d'impression, le sentiment de ne pas véritablement maîtriser où est-ce qu'ils vont et ce qu'ils veulent faire dans le jeu. Évidemment que quand on y va à ces compétitions-là, on s'est dit que allons-y nous balader pour 3 matchs et après on rentre à la maison. Donc moi, ils m'ont agréablement surpris en réussissant à sortir des poules et aller en 8e de finale. Moi, c'était un gros exploit, et même l'un des plus gros exploits sur les deux dernières années côté camerounais. Alors, pourtant, les joueurs ont été mis au petit soin, comme on peut l'observer par le staff dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Alors, cela fait longtemps que ce type d'organisation n'avait pas été mis sur pied avec des dispositions prises pour les joueurs. Autant, c'est quand même un point positif à saluer. Oui, enfin, après, vous savez, ce qui est plus important pour une équipe de football, c'est le terrain. C'est-à-dire, on va dire tout ce qu'on veut dire, les grands hôtels, les gros avions, les primes et tout. Oui, si tout ça, enfin, je veux dire que moi, je suis Camerounais. Alors, si vous me demandez d'avoir une organisation catastrophique et d'être champion d'Afrique, ou alors d'avoir une organisation très bonne avec des primes payées à temps et d'être éliminé en 8e de finale, mais mon choix est vite fait. Je préfère qu'on aille dans des circonstances catastrophiques et que je sois champion d'Afrique et que les primes des garçons soient payées quelques temps après. Oui. Et ces joueurs-là, pour la plupart, il ne faut pas qu'on se trompe, ils ne viennent pas à la CAN pour l'argent. Je veux dire que ce soit des garçons comme Zambo Anguissa, que ce soit des garçons comme André Onana, même les Magri et autres, que même ils ne viennent pas au Cameroun à la CAN pour de l'argent. Oui. Ils viennent pour le prestige de participer à une compétition qui est intéressante et importante, pour le prestige de pouvoir remporter un trophée dans leur carrière. Donc, ce n'est pas une affaire d'avion. Chacun peut se payer un billet d'avion pour venir à la CAN. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que il faudrait que l'organisation soit toujours mauvaise au Cameroun et que ceux qui se sont arrangés à ce que l'organisation soit bonne, cette fois-ci, c'était une mauvaise idée de leur part. Non, ce n'est pas ce que je dis. Oui. Mais je dis que le plus important pour moi, qui observe les Lions depuis très longtemps, qui regarde que depuis 2017, on a pu remporter de CAN et qu'on sort d'une CAN chez nous, on est sorti en demi-finale. Moi, ce que j'attends de cette équipe-là, quand je vais à la compétition, c'est que sur le terrain, qu'elle puisse m'offrir le meilleur spectacle possible afin que nous puissions remporter le trophée. Mais quand on ne parvient pas à remporter le trophée et même à être très productif sur le terrain, et qu'on vienne par la suite nous dire que on a gagné la Gambie, on a été dans des beaux avions, dans des beaux hôtels et autres, moi j'ai plutôt envie de me questionner en me disant que mais en fait c'est l'argent du contribuable camerounais qui a été gaspillé comme ça. Oui. Pas des garçons qui ont été dans de très bonnes conditions, mais après sur le terrain, n'ont pas livré une performance, une prestation qui était à la hauteur de tout ce qu'on a mis autour de leur encadrement pour qu'ils puissent avoir des conditions assez bonnes. Alors, une fois arrivé en Côte d'Ivoire, on vous a vu très actif. D'ailleurs, vous jouez d'ailleurs les premiers rôles dans la retransmission, que ce soit des matchs des Lions, des Indomptables, des entraînements. Des avant-matchs surtout. Et les avant-matchs également, à l'arrivée des Lions, par exemple, on vous a vu très actif en suivant les Lions de très près jusqu'à leur séance d'entraînement. Comment était l'ambiance, vous qui l'avez vécu? Est-ce que à ce moment précis, tout allait pour le mieux dans cette équipe? Je vous confesse que j'ai eu la chance de couvrir environ, je crois, 16 équipes
dans cette CAN-là. Que ce soit les séances d'entraînement, que ce soit les séances de veille de match, les conférences de presse et autres. J'ai couvert 16 équipes, avec mon équipe bien entendu, nous avons couvert 16 équipes au total pendant cette CAN. Et je vous promets que l'équipe la plus hostile à la presse, c'était l'équipe du Cameroun. Pourquoi? On avait le sentiment que autour du staff du Cameroun, on avait besoin d'être seul, d'être dans un monde où il n'y a personne, de tout faire tout seul, et qu'il y avait tellement de choses à cacher que, en fait, l'ombre du moindre journaliste était comme une sorte de cheveu dans la soupe, comme une sorte de terroriste en lieu, je sais pas moi. Donc, en fait, le sentiment qu'on avait quand on arrivait au séance d'entraînement des Lions, c'est que on est des non grata. Nous sommes des personnes indésirables. Oui. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y avait tellement de choses qui ne se passaient pas forcément bien au sein de l'équipe. Il y avait comme une sorte d'omerta qu'on voulait forcément entretenir au sein de la gestion technique de l'équipe. Et donc, les journalistes qui sont un peu, comme on dit au quartier des Congosistes, des gens qui vont toujours venir voir des choses et aller dire aux populations, étaient des personnes très malvenues. Moi, je me souviens d'une scène, une fois qui nous est arrivé à mon équipe et moi. On arrive à la séance d'entraînement des Lions. C'était en veille de match Cameroun-Sénégal. On y arrive. C'était à l'IPN de Yamoussoukro. Pendant qu'on y est, on diffuse les 15 minutes qui sont réservées à la presse ce jour-là. Quand on finit, on veut débrancher les caméras et tout le reste. On demande à la presse de sortir. Oui. Nous sommes en train de sortir. Il y a l'agent de sécurité de l'équipe nationale du Cameroun qui arrive vers nous et appelle la police et dit « Ceux-là, là, il faut confisquer leur matériel et faire un rapport à la CAF. » Le policier qui est un Ivoirien et l'agent CAF, ils n'y comprennent rien. Ils se rapprochent. Donc, ils demandent qu'on vous arrête. Qu'on nous arrête, qu'on retire nos accréditations, qu'on confisque notre matériel et qu'on fasse un rapport à la CAF. Parce que nous avons passé environ 15 secondes supplémentaires à débrancher les caméras pour pouvoir rejoindre les autres dehors qui étaient en train de sortir, qui n'étaient pas encore à l'extérieur de la clôture. Alors, le commissaire de police qui était là est venu posément, des Ivoiriens, des personnes assez gentilles et accueillantes, a pris les caméras, il a pris tous les téléphones qu'on avait, il a pris tout le matériel, les trépieds et autres. Il nous a dit, suivez-moi dehors. Pendant qu'il nous dit, suivez-moi dehors, le monsieur de la sécurité des Lions insiste en disant, prenez leur matériel, il faut faire un rapport à la CAF. On s'en va donc dehors, on arrive avec l'officier CAF. L'officier CAF nous demande, mais monsieur, vous avez un problème avec ces gens-là? Je leur dis, chef, nous n'avons aucun problème. Le policier qui était là nous dit, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent qu'on s'en prenne à vous particulièrement? Mais nous sommes arrivés devant vous ici, plus d'une heure 30 avant la séance d'entraînement. Nous avons branché notre matériel grâce à votre permission. Oui. On a échangé avec vous avant que les Lions arrivent peut-être une heure plus tard. Et on ne comprend donc pas. Donc, en fait, et ça c'est parce que c'est cool, c'est foot. Oui. Et c'est des gens qui disent des choses d'une certaine façon. Et donc, on est un peu non grata. Un peu comme tout le monde. Mais nous particulièrement parce que pour X ou Y raison liées à notre environnement ici localement. Donc, après les officiers CAF et le commissaire de police nous ont remis notre matériel tranquillement. Ils ont dit, les gars, on n'a rien vu que vous avez fait de mauvais, alors rentrez chez vous tranquillement et voilà, prenez votre voiture, rentrez. Donc c'est comme ça qu'on sort de là. Donc je prends ce cliché pour vous montrer à quel point l'environnement autour de l'équipe du Cameroun était un environnement très hostile à tout ce qui était comme qui était presse, journaliste ou alors autre caméraman. Parce qu'en fait, il y avait tellement de choses à cacher. Et je pense que la fin nous a montré cela à travers ce qu'on a vu et entendu par la suite. Mais est-ce que pendant cet épisode, vous avez alerté certains cadres de la Fédération camerounaise de football qui était en Côte d'Ivoire pour le dire pourquoi est-ce que l'agent de sécurité, parce que l'agent de sécurité des Lions n'a pas à dire si on doit enlever vos caméras ou pas. Je pense que c'est la CAF qui vous a accrédité à y être. En temps normal, le problème c'est qu'après nous on l'a compris, hein, on n'a pas pris très mal parce que en fait c'est foot. Et c'est foot à la réputation, malheureusement, au Cameroun, d'être très critique. Et la critique chez nous est considérée comme de l'adversité, comme de l'acharnement vis-à-vis de X ou de Y, alors que nous faisons notre travail de façon simple et assez respectable, en respectant toutes les règles de déontologie journalistique. Mais les gens estiment qu'on en fait un peu trop. Et donc, quand on voit ces foot quelque part autour de l'encadrement technique des Lions, on estime qu'on est là pour faire du mal. Mais comme vous le dites, effectivement, c'est à la CAF qui revient de prendre des mesures, des dispositions pour l'encadrement de la presse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un officier média CAF lors des séances d'entraînement de toutes les équipes. Malheureusement, l'officier, enfin pas malheureusement, heureusement pour nous,
l'officier était là et a vu que nous n'avions rien fait et donc a permis que nous puissions rentrer tranquillement. Mais sinon, notre cas aurait dû être écouté ce jour-là parce que quand vous retirez l'accréditation dans une compétition, c'est fini, vous rentrez chez vous. Alors, sur la liste de départ de Rigobert Song, beaucoup n'ont pas compris pourquoi il est allé en Côte d'Ivoire avec 4 gardiens au lieu d'y aller avec 3 comme la plupart des sélections, sans Choupo-Moting et bien d'autres manquements qui ont été relevés. Est-ce qu'à partir de ce moment, ce n'était pas déjà des signes qui présageaient que le Cameroun pouvait être en danger à ces CAN? Évidemment, mais après, moi, il y a un principe en football, et moi, je suis respectueux de ce principe-là, c'est que les choix de l'entraîneur sont indiscutables. Voilà, indiscutables, sont discrétionnaires. Maintenant, on peut les commenter. On a le droit de les commenter. Quand tu vas en compétition, tu prends tes meilleurs éléments. Oui. Et aujourd'hui, je suis désolé, des garçons comme Choupo-Moting, on n'a pas mieux. Je suis désolé, disons-le comme on veut, disons qu'il bout des sélections, il choisit des matchs, il fait ci, il fait ça. On n'a pas mieux, malheureusement. Et oui, le casting donc au départ, parce que c'est du casting que vous voulez parler, a été pour ma part un casting assez biaisé, parce que j'estime qu'on n'a pas forcément pris ce qu'on pouvait prendre de meilleur pour amener à la compétition. Des garçons comme Martin Onla ont été mis à la touche, alors qu'on sait que quand même en termes de rendement dans cette équipe du Cameroun, c'est quand même l'un des éléments les plus importants de l'équipe. Quand on prend un garçon comme Ominga Maleu, qu'on fait titulaire pendant la compétition, alors qu'il n'était pas dans la liste au départ, vous comprenez que quelque part, le sélectionneur et le staff ne savaient pas exactement où est-ce qu'ils allaient. Quand on met Mougué dans la liste, alors que Mougué n'avait pas de match joué encore avec des Lions, et qu'on parte chercher plutôt Ngamaleu plus tard pour le remplacer pour remplacer Mougué par Ngamaleu, et que Ngamaleu qui n'était pas dans les petits papiers du Rigobert Song au départ se devient titulaire pendant la compétition, vous comprenez que en fait on était complètement égaré en allant dans cette compétition-là. Maintenant, je suis aussi partisan du fait que quand on arrive en compétition, le match se joue à 11 contre 11. Oui. Et quand on est 11 contre 11, et que tous ces joueurs qui sont sur le terrain sont quand même des internationaux, des garçons qui ont l'habitude de l'environnement des Lions indomptables, ils doivent pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc oui, le casting a été, pour ma part, c'est mon avis du modeste Ikoul que je suis, le casting n'a pas été très correct, il n'a pas été du genre à nous destiner à une compétition bien meilleure que celle qu'on a faite. Mais après, je pense qu'on va revenir là-dessus, il n'y a que sur le terrain, il y a des joueurs qui doivent pouvoir se mouiller aussi, même quand le casting n'est pas bon au départ. On parlera, dans quelques instants, on parlera de la responsabilité de certains joueurs dans le comportement des Lions indomptables durant la CAN et cette débat. On parlera également du cas André Onana, qui a fait les choux gras de la presse pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Et on parlera également de bien d'autres sujets. Juste après cette pause, on se retrouve pour la deuxième partie du Tic au Tac. Vous êtes sur JNJ Média. Vous regardez JNJ Média. Restez avec nous. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cet entretien, toujours avec notre invité Alain Denis Ikoul, promoteur de CFoot, média au Cameroun qui traite de l'actualité du football ainsi que de ses acteurs. Merci une fois de plus d'être avec nous. Alors sur le cas André Onana qui est arrivé avec plusieurs jours de retard parce qu'il devait boucler un dernier match avec Manchester United. Pensez-vous que son arrivée a contribué à gâcher l'ambiance qui régnait au sein de la tanière? Dire non serait faire montre de malhonnêteté, en réalité, parce que nous avons eu des informations venant de certains joueurs dans la tanière qui nous disaient quand même qu'ils trouvaient pas très correct qu'un joueur de la qualité d'Onana et de l'importance qu'il peut avoir dans l'équipe du Cameroun ne vienne qu'à la veille du premier match. Oui. Ils n'ont pas vraiment digéré cela, mais après, ce sont des professionnels qui ont accepté de faire ensemble parce qu'il y avait le drapeau du Cameroun à sauvegarder. Maintenant, il faut se dire quand même que si on en arrive à ce moment-là, c'est parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, lui en ont donné l'autorisation. Je veux dire que le patron de l'équipe, comme celle du Cameroun, il y a la fédération qui est là, il y a le sélectionneur qui est aussi là, et ils ont assumé cela. En disant que si on en arrive à ce moment-là, c'est parce que nous lui en avons donné l'autorisation. Mais comment est-ce que vous voulez gagner une compétition comme la CAN? Vous partez en stage à Jeddah, en Arabie Saoudite, je crois. Oui, en Arabie Saoudite. Vous faites un stage sur pratiquement 2 semaines. 2 semaines, oui. Vous sortez du stage, vous venez en Côte d'Ivoire, vous livrez des matchs amicaux même d'ailleurs, avec celui que vous considérez comme votre gardien titulaire absent. En fait, c'est que vous êtes en train de dire aux Camerounais et même au monde entier que vous êtes en train de partir vous balader à la CAN. En réalité. Donc, le choix, la décision de laisser André Onana rester à Manchester, même si c'était sa volonté à lui-même aussi en tant que gardien, pour moi, je pense que cette décision n'aurait jamais été acceptée du staff, ou alors validée du staff technique et de la fédération, qui aurait clairement dit que André, on a besoin de toi, tu es notre meilleur gardien,
on veut faire avec toi pendant la CAN, et donc on veut faire la préparation avec toi, surtout que la FIFA a des textes qui sont clairs, il faut mettre là-dessus. Oui. C'est que quand on a besoin d'un joueur et qu'il est encore international, ben, il a le devoir et l'obligation de répondre à la convocation. Oui. Et il y a d'ailleurs des délais qui sont prescrits. Il y a beaucoup d'autres joueurs, d'ailleurs même dans son propre club, des Amrabat et autres, Manchester, ils sont partis avec la sélection du Maroc, bien avant André Onana. Donc, pour ma part, je pense que, on va tout dire d'Onana et autres, mais je pense que la responsabilité première incombe aux dirigeants du football camerounais qui, malheureusement, n'ont pas su frapper du poing sur la table pour dire à Onana que, André, soit tu es avec nous et tu viens tôt, ou alors attends, soit tu n'es pas avec nous. Et donc, on fait sans toi dans notre préparation et dans la compétition. Mais ils n'ont pas pu le faire. Oui. Ceci étant lié certainement au fait d'un passif pas très calme entre... L'objectif de laisser la situation aller jusqu'à ce niveau, c'était quoi? C'était de mettre André Onana dos au mur, par exemple? Mais c'est là où je viens. Enfin, je venais, vous me mettez sur le rail. Oui. En vérité, les relations entre Onana et la fédération, en l'occurrence le président de la fédération particulièrement, depuis un certain temps ne sont pas des meilleurs. On sait tous au Cameroun que Samuel c'est son père, ou alors c'était son père, mais que depuis l'épisode du Qatar, les relations se sont un peu effritées entre les deux hommes et le joueur ne veut plus rien entendre du président de la fédération qui est Samuel Eto'o aujourd'hui. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont été faites après la Coupe du Monde au Qatar, notamment le fait de faire revenir Fabrice Ondoa, parce qu'ils avaient estimé, d'après nos informations, qu'en le faisant revenir, cela pousserait davantage André à ne plus vouloir venir en sélection. Oui. Ce coup-là n'a pas forcément fonctionné. Maintenant, il fallait le pousser à bout encore pendant la CAN, en essayant de montrer au peuple que, en fait, nous, on est d'accord qu'il vienne, on lui déroule le tapis rouge, oui. Alors s'il ne vient pas, c'est lui le problème. Malheureusement, on en a aussi entré dans son jeu. Il a dit, ok, je viendrai. Mais je viendrai à mon temps et ce temps que vous allez valider. Ils auraient peut-être, si ces gens qui dirigent le football camerounais aujourd'hui avaient vraiment pour objectif principal de sauvegarder les intérêts du Cameroun et du football camerounais, ils auraient dû dire, on en a directement qu'André, tu viens à telle date, oui. Mais pas un jour avant le premier match du Cameroun. Tout à fait. Mais comme ils sont rentrés dans un jeu assez malicieux et dangereux, ben, on en est arrivé à la veille du match contre l'équipe de Guinée. Et par la suite, on sait ce qui s'est passé. Premier match, il ne joue pas. Deuxième match contre le Sénégal, il joue. Et après, il rentre sur le banc de tous. Donc, en fait, à la fin de la soirée, de la journée, pardon, on se dit, pourquoi il est donc venu finalement? C'est ça. Pourquoi il est venu? Donc, ça présente, pour revenir à votre question initiale, dans cette équipe, a contribué à rendre la tension, le climat pardon, beaucoup plus tendu dans la sélection, parce que avec le président de la fédération, ça ne s'entendait pas, il ne se saluait même pas du tout, je peux vous le dire avec autorité, il ne se saluait pas. Avec les joueurs, pour certains, c'était pas forcément la meilleure ambiance parce qu'ils estimaient que le gars est arrivé très tard et donc il a un peu été, comment je dis ça, il a été un peu méprisant vis-à-vis de l'équipe. Mais après, ce sont des professionnels qui ont compris que sur le terrain, on est coéquipiers et donc on doit jouer pour l'intérêt de l'équipe. Alors vous qui étiez à la CAN et au cœur de tout ce qui s'est passé, que s'est-il réellement passé après, dans le vestiaire après la titularisation d'André Onana? Il se dit qu'il y aurait eu des violentes prises de bec avec Samuel Eto'o. Que s'est-il réellement passé? Alain Déné Ikoul, racontez-nous. Entre Onana et Samuel Eto'o. Je suis un peu mal passé pour vous le raconter parce que déjà je n'étais pas dans leur hôtel ce jour-là. Oui. Mais des informations que nous avons quand même reçues venant de beaucoup de gens avec qui on discute, dans la tanière, qui sont nos amis pour certains, et beaucoup d'autres personnes dans le staff, même à la fédération, qui sont nos proches, font état de ce qu'effectivement, il y a eu une très vive altercation entre les deux hommes. L'altercation, déjà, dans un premier temps, part du fait du passif entre les deux hommes qui n'est plus un passif assez calme, parce que les relations ne sont pas très bonnes depuis un certain temps déjà. Et donc, le président de la fédération, qui est arrivé à l'hôtel des garçons, est venu lever la voix sur un certain nombre de choses, en pointant du doigt certains joueurs par rapport à leur responsabilité dans les résultats de l'équipe qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Et donc, André a estimé que, en fait, il faut le dire clairement, André, c'est aujourd'hui le seul joueur qui a la capacité de se lever et de dire à Samuel Eto'o ce qu'il pense. Ce qui est le contraire de tous les autres joueurs qui étaient dans la tanière. Et donc, il a donc pris sur lui de dire à Samuel en face ce qu'il avait à lui dire, et des choses qui relevaient même pour certaines, pas forcément du sportif, qui allaient plutôt dans le cadre privé. Je ne les révélerai pas ici malheureusement parce qu'on n'en a pas le droit. Et c'est là que c'est parti. Et donc il y a eu une très vive altercation qui a d'ailleurs même failli en découler, en arriver jusqu'à une prise de main entre les deux hommes, et qui malheureusement, enfin heureusement, ont été calmés par ceux qui étaient là parmi eux, notamment leurs coéquipiers. Donc
c'est un peu dans cette ambiance-là que nous avons vécu, ou alors les Lions ont vécu dans cette compétition-là. Et on l'a vu sur d'autres circonstances, dans les tunnels où le président vient, il passe, visage un peu ciré quand il arrive auprès d'Onana. Tout à fait. Et donc, là, le climat des deux hommes... On a même vu lorsqu'il embrassait les joueurs après la victoire contre la Gambie. Voilà, et Onana est pratiquement passé. Donc, oui. le climat n'est pas forcément le meilleur. Et moi, je suis partisan de ceux qui estiment qu'en réalité, quand c'est pas bon et qu'on estime qu'il y a un joueur, aussi fort qu'il soit, oui. Si on ne peut pas être capable de gérer son ego, soit on s'en sépare, oui. Définitivement, mais on ne vient pas l'utiliser pour régler les comptes personnels. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé avec Onana, c'est qu'en fait, Eto'o et sa bande s'en sont servis pour régler des comptes personnels au détriment des intérêts de l'équipe nationale du Cameroun et de tous les Camerounais. Peut-être se concentrer sur le jeu, produire un résultat malheureusement. Ouais. Malheureusement. Alors, d'autres sources disent par exemple que Samuel Eto'o a conduit des séances d'entraînement en Côte d'Ivoire. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, est-ce que vous trouvez cela normal? J'ai interviewé Hugo Bros récemment, à qui je posais la question de savoir ce que cela pourrait avoir comme impact, comme implication de voir un président de fédération, grand joueur qu'il a été, de venir s'immiscer dans les affaires techniques d'un entraîneur pendant la séance d'entraînement. Il nous expliquait clairement que c'était scandaleux et que pour lui, en tant qu'entraîneur, n'aurait jamais permis cela, lui Hugo Bros. Alors, pour répondre à votre question maintenant directement, des informations que nous avons reçues, parce qu'il faut dire à ceux qui nous suivent actuellement que le journaliste ne vit pas tout comme témoin. Tout à fait. Le journaliste a des sources d'informations. Il y a des gens qui sont dans le système, dans le circuit, qui donnent des informations aux journalistes. Il n'y a pas un champ où le journaliste peut cultiver les informations, il attend d'aller récolter les fruits 2 mois ou 2 semaines plus tard. Non. Alors les informations que nous avons, nous les récoltons, nous les recueillons auprès de sources crédibles au sein de la tanière. Nous les recoupons d'ailleurs dans le traitement à travers l'interrogation de plusieurs autres personnes pour voir si les sources sont concordantes. Et sur la question de l'émission de Samuel Eto'o, sur les questions techniques de l'équipe nationale du Cameroun, je peux vous confirmer ici, avec autorité, que de mes informations recueillis auprès de certains joueurs, de certains membres du staff technique même d'ailleurs, et recoupés auprès de beaucoup d'autres sources, oui, effectivement, il a dirigé des séances d'entraînement. Il s'est immiscé dans le travail des sélectionneurs et notamment les 2 dernières séances, c'est-à-dire la séance de veille de match contre l'équipe de la Gambie. D'ailleurs, la décision de jouer, je crois, à 3 derrière, d'après ce que nous avons appris, c'est de lui qu'elle est cette décision-là. Et le match contre le Nigeria aussi, l'élimination, c'est de lui, enfin c'est lui qui a dirigé cette séance d'entraînement. Et d'ailleurs, je vous raconte une anecdote, ce que j'ai raconté sous d'autres cieux. On est en veille de match Cameroun-Nigeria. Nous, la presse, évidemment, c'est 15 minutes pour qu'on passe devant à l'intérieur pour filmer, prendre quelques images. Le ministre des Sports arrive, il est là, il fait son discours pendant 3, 4, 5 minutes. Il sort, Samuel reste assis sur le banc de touche. Quand nous sortons, on le laisse. Alors moi j'arrive à l'hôtel avec mon équipe et tout le monde, peut-être 3 heures plus tard, j'échange avec un joueur qui me dit, mais gars, aujourd'hui, le président il a fait fort. Il a fait fort. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et il me dit, ouais, ben, ton type, il a pris l'équipe des joueurs qu'il estime titulaires, il les a pris d'un côté, il a laissé l'autre équipe coacher, celle des remplaçants du match de demain contre le Nigeria, il les a laissés de l'autre côté et être entraînés par Rigobert et Sébastien Vigné, dans l'opposition de 2 camps qu'on fait souvent en veille de match. Donc lui coachait l'équipe titulaire. L'équipe des joueurs que lui il a estimé comme étant titulaire. Le seul joueur dans cette équipe de titulaires qui a été très discuté entre les deux et que Samuel estimait qu'il ne devait pas jouer et que Rigo a dû peser de tout son poids pour que ce joueur joue, c'est Omar Gonzalez. Et à la fin on a vu qu'on est que c'est lui qui a été un peu fautif sur le but qu'on encaisse au début. Donc Samuel coach donc l'équipe des joueurs dits titulaires pour le match du lendemain. Sauf que pendant cette opposition là, les titulaires sont battus par 3 buts contre 1. Il y a Aboubakar qui marque 2 buts et Olivier Kevin qui marque le 3e but. Un Aboubakar qui avait déjà passé près de 2 semaines sans jouer et même sans s'entraîner véritablement, mais qui réussit quand même à enfiler 2 buts à une équipe de joueurs qui sont dits titulaires pour le match de demain. Et le gars me dit, frère, c'est après cette séance d'entraînement que moi j'ai compris que demain, il serait difficile pour nous de l'emporter face au Nigeria. Et on l'a vu face au Nigeria le lendemain. C'était très laborieux. C'était très laborieux. Ça l'était toujours lors des matchs précédents, mais là encore, ça l'a été beaucoup plus davantage. Parce qu'une équipe qui a quand même réussi à jouer une centaine de minutes sans le moindre tir cadré,
C'est vous dire à quel point c'était très difficile. Donc, lui, effectivement, d'après les informations que nous avons reçues de sources assez crédibles et concordantes, le président de la fédération s'est immiscé dans le travail technique du sélectionneur. Est-ce que c'est normal, d'après vous? Non, non, ça ne peut pas être normal. C'est pas sa place. Qu'il soit grand joueur, qu'il ait été grand joueur, ce qui est vrai d'ailleurs, on ne peut pas le lui nier, ça ne lui donne pas le droit, malheureusement, de venir s'immiscer dans le travail du sélectionneur. Il peut donner un conseil. Oui. Un conseil. Si cela arrange le sélectionneur, c'est-à-dire on est à la séance d'entraînement, Rigaud dit à Samuel, ok, tu as été un ancien attaquant, donne quelques petites astuces techniques à Koudou, à Boubacar, à tel autre qui sont des attaquants. Ça, c'est un conseil. Alors, mais qui viennent s'imposer en tant que nouveau sélectionneur, s'asseoir sur le banc de touche et donner des consignes techniques, des orientations même stratégiques sur la séance d'entraînement de veille de match, ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous êtes joueur de football et que un ancien grand joueur qui est président vienne vous donner des consignes sur la séance d'entraînement, votre entraîneur, en fait, qui est chargé de vous coacher pendant le match, il est réduit à néant. On a envie de se demander à quoi sert finalement Rigobertson. Oui, mais cet acte est un véritable désaveu vis-à-vis du staff. Parce que si vous êtes président et que vous estimez que vous avez fait le bon choix au niveau du sélectionneur que vous avez choisi, vous n'avez plus besoin de venir donner des consignes techniques aux joueurs alors que vous avez choisi vous-même la bonne personne pour diriger l'équipe. Donc, quand on voit aujourd'hui Samuel Eto'o venir s'ériger en entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, c'est juste, c'est juste la traduction de ce qu'il a voulu même que le choix de Rigobertson comme entraîneur était un choix simplement catastrophique. Mais comme nous manquons d'humilité chez nous au Cameroun, les gens ne peuvent pas s'asseoir et dire qu'on s'est trompé sur le choix de quelqu'un et donc on veut changer. Non, on préfère donc vouloir rattraper le coup en venant nous-mêmes, en venant soi-même donner des consignes techniques aux joueurs. Et malheureusement, on l'a vu à la CAN que les Lions, dans le jeu, étaient simplement catastrophiques. Alors, aujourd'hui, Alain Denis Koul, comment trouvez-vous le fond de jeu des Lions indomptables? J'ai commencé à vous répondre à cette question tout à l'heure en vous disant que je suis très inquiet. En fait, si rien ne change jusqu'ici, je continuerai d'être inquiet parce que on sort d'une CAN où j'ai vu des équipes réputées plus faibles que le Cameroun produire quelque chose dans le jeu. C'est-à-dire quand ces équipes décidaient de faire bloc bas pour défendre et procéder par contre-attaque, elles le faisaient à merveille. Quand elles décidaient de jouer haut et de mettre la pression sur l'adversaire, elles le faisaient à merveille. Mais côté camerounais, on n'a rien vu pendant la CAN. On n'a rien vu. Il n'y avait pas d'idée, il n'y avait pas de projet de jeu. Il n'y avait pas de cohésion, il n'y avait rien. D'ailleurs, le Cameroun est l'une des rares équipes qui, à chaque fois, te changeait à la fois le système et les hommes pour animer ce système-là. C'est un symptôme de ce que, en fait, la CAN devait être seulement catastrophique au niveau du jeu. Donc, pour revenir à votre question, non, le jeu des Lions, sincèrement, aujourd'hui, je le trouve très catastrophique. Et cela n'est pas... Et là, c'est là où je m'inscris un peu en faux avec l'opinion publique qui estime qu'on n'a plus les joueurs qu'on avait autrefois. Non. La Mauritanie a qui? La Mauritanie, elle a qui? Le Cap-Vert, il a qui? La Gambie, elle a qui? Oui, même l'Afrique du Sud. Ils ont qui? Toutes ces équipes, elles ont qui? Elles n'ont personne. Nous, on a Zambo Ankissa. On a André Onana. Nous, on a les Castelletto. Nous, on a des joueurs qui jouent quand même à un certain niveau. Et donc, fort de cela, le problème devient... Le vrai problème, en fait, revient sur l'entraîneur, qui, malheureusement, n'a pas réussi à donner la plus-value technico-tactique à l'équipe pour qu'elle puisse au moins donner un jeu qui te montre quand même, quand tu le regardes, qu'ici, il y a de l'idée. Mais quand tu vois les Lions jouer, le sentiment que tu avais directement, c'est que cette équipe ne s'entraîne pas. Directement, tu as le sentiment que cette équipe, elle ne s'entraîne jamais. Et qu'elle a un Côte d'Ivoire pour la balade, malheureusement. Donc, ça, c'est de la responsabilité de l'entraîneur qui, malheureusement, n'a pas su donner mettre une véritable emprise technico-tactique à cette équipe pour qu'elle puisse faire un jeu assez cohérent qui puisse quand même au-delà du résultat, montrer qu'il y a de l'idée derrière. Alors, qu'est-ce qui manque à cette équipe pour véritablement performer? Est-ce que c'est une question de manquement sur le plan managérial ou alors c'est une question de manquement sur le plan de l'encadrement technique? Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses qui manquent à l'équipe du Cameroun aujourd'hui. Vous savez, certains aînés dans le football me disent souvent que, mon petit, le football sur le terrain, c'est au trop 20 à 25% de la préparation des matchs de football. C'est-à-dire ce que les joueurs font sur le terrain. Des 11, des 22 acteurs font sur le terrain, c'est maximum 20 à 25%. Le reste, c'est administratif. C'est, comment est-ce que les joueurs arrivent sur le terrain, arrivent au stade, comment est-ce qu'ils sont hébergés, en fait, tous les éléments extra-terrain qui rentrent dans la préparation de la rencontre.
Et malheureusement, chez nous, l'environnement est tellement tumultueux au point où les joueurs arrivent sur le terrain avec beaucoup trop de pression. Vous avez vu les joueurs de Cameroun avec le ballon au pied? Vous avez vu le sentiment qu'à tout moment, ils voulaient seulement s'en débarrasser. Chacun voulait, faut pas que je fasse le contrôle vers l'avant, je le fais petit bras. Contrôle vers l'arrière, je remets au gardien. Contrôle sur le côté, je remets au latéral. Aucun n'avait envie de prendre l'initiative d'avancer par peur de mal faire. Ça, c'est parce que l'environnement autour du football camerounais est tellement tumultueux au point où tu ne sais pas d'où te viendra la claque, en fait. Donc, quand tu sors donc de là, de cet environnement qui est très tumultueux, tu viens au niveau du staff technique qui doit faire son job, qui doit pouvoir dire aux joueurs que voici comment je veux qu'on joue. Tout à fait. Vous avez 27 joueurs quand même dans le groupe. Si 11 ne sont pas capables de produire ce que vous voulez, vous en avez 11 autres qui peuvent entrer pour le prochain match. Mais vous sortez d'un match assez difficile, assez poussif contre la Guinée, où vous jouez toute une mi-temps à 11 contre 10. Vous n'arrivez même pas à tirer 2 fois au but. Vous quittez de là, vous venez face au Sénégal, vous êtes baladé complètement, vous êtes battu 3 buts contre 1. Vous venez contre la Gambie, et là, c'était donc le sommet de, je sais pas, le sommet pour moi du ridicule, en fait. Vous avez vu comment on a jubilé la victoire contre la Gambie? Comment on a jubilé cette victoire-là? Comme si on avait remporté la CAN. La CAN. Oui. Le Cameroun bat la Gambie, et c'est l'euphorie totale chez les joueurs, chez les encadreurs, à la fédération, et même le peuple. C'est le on vient de gagner la Gambie. La très modeste Gambie qu'on a battu 2-0 à la CAN, chez nous au Cameroun il y a quelques temps seulement. Et ils nous marquent 2 buts. Alors qu'ils n'avaient cadré aucun tir sur leurs 2 rencontres précédentes. Mais eux nous marquent 2 buts. Nous, le Cameroun, et on jubile. Non, c'est la preuve qu'en fait, le football camerounais est très malade. Il est malade au plus profond de lui. Et donc, il faut d'abord soigner l'environnement. Soigner l'environnement veut dire que ceux qui dirigent aujourd'hui doivent se rendre compte, se rendre à l'évidence qu'en fait, ils ne sont pas dans la bonne direction. Et qu'il faut qu'ils retournent vers la bonne direction. Et à partir de ce moment-là, ils feront de bons choix qui nous conduiront, n'est-ce pas, à des résultats bien meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui. Parce que malheureusement, aujourd'hui au Cameroun, pour peu que vous soyez l'ami d'un joueur qui n'est pas apprécié du président de la fédération, on vous coupe la tête. Alors parlons justement d'encadrement. On va s'appuyer un peu sur l'encadrement technique des Lions Indomptables. On a appris que l'adjoint d'Éric Gauberson aurait déposé le tablier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réserver à Éric Gauberson? Est-ce qu'il faut le conserver et permettre à ce qu'il s'améliore dans son travail, ou alors il faut simplement le débarquer? Éric Gauberson, c'est comme un bossu. Pourquoi? Et je vais emprunter à l'expression de quelqu'un qui disait « on ne redresse pas le bossu ». On ne redresse pas un bossu. Éric Gauberson, j'ai beaucoup d'estime pour l'homme, parce que c'est quelqu'un d'humainement bon. Je suis très critique envers lui, mais quand on se rencontrait dans les couloirs en Côte d'Ivoire, c'était bonjour, bonjour, comment tu vas? C'est quelqu'un d'humainement bon. Mais je suis désolé, techniquement, il n'a pas les rudiments nécessaires pour pouvoir être à la tête d'une équipe comme celle du Cameroun. Je suis désolé. Alors, je reviendrai pas sur la polémique autour de son diplôme et autres, parce que le diplôme, pour moi, n'est pas un gage de compétence, pour ma part. Mais sincèrement, je pense qu'Éric Gauberson, malheureusement, n'a pas des outils nécessaires pour pouvoir conduire techniquement une équipe comme celle du Cameroun. Et donc, à votre question, je répondrai par la négative. Je pense pour ma part qu'il devrait être débarqué. Et d'ailleurs, d'après les informations les plus récentes que nous avons, il y a des tractations qui sont en cours avec l'ancien sélectionneur gambien, Tom Saint-Fiet, qui devrait être au Cameroun dans quelques jours pour échanger avec les dirigeants. Enfin, ils devraient se rencontrer pour pouvoir discuter. Et ça pourrait se faire avec lui, même si Éric Gauberson, pour ma part, relève plus du passé aujourd'hui que du futur ou du présent. Sincèrement, il faut le dire aux Camerounais. Nous avons commencé à le dire depuis il y a très longtemps. Les gens ont estimé que c'est de l'acharnement, c'est parce qu'on n'aime pas Eto'o qu'on critique Éric Gauberson. Mais aujourd'hui, après la CAN qu'on a vécue, on a vu qu'en 2 ans, le Cameroun a régressé de minimum 10 ans. Dans le jeu, il n'y a plus rien. Les résultats sont catastrophiques. Et ça, c'est de la responsabilité de l'entraîneur. Est-ce qu'il peut s'améliorer? Non. Malheureusement. Il ne peut pas s'améliorer, malheureusement. Vous êtes il a atteint, non, je suis péremptoire là-dessus. Éric Gauberson, malheureusement, a atteint le maximum de ses capacités, le maximum de son utilité même côté camerounais. Et donc aujourd'hui, il est temps de tourner la page Éric Gauberson et de penser à quelqu'un d'autre qui pourrait avoir tous les éléments nécessaires, que ce soit technique, mais surtout humain, pour pouvoir cohabiter avec l'actuel dirigeant de la fédération. Parce qu'en fait, avoir sur sa tête un Samuel Eto'o, je vous promets que c'est plus difficile à gérer
que de coacher un match de football. Mais est-ce que ce n'est que Rigobert son seul? Parce que dans son discours à la Nation le 10 février dernier, le président Biya a évoqué la performance des Lions et a clairement indiqué qu'au vu des efforts financiers consentis par l'État est en droit de demander des comptes quant à la participation des Lions indomptables à la CAN. Est-ce que ce discours n'est pas comme une sorte d'ultimatum à l'endroit de Samuel Eto'o et son équipe dirigeante? Oui, ben, je pense qu'il faut être à la fois sourd, muet et borgne pour ne pas comprendre que c'est clair que c'est un ultimatum. Et que c'est surtout l'expression d'un ras-le-bol de la part du président de la fédération qui, ça je peux vous le dire encore avec autorité, a pour une première fois de l'histoire du Cameroun laissé carte blanche à un dirigeant de la fédération. On a dit à Samuel, vas-y, prends la fédération, tu es ancien joueur, prends le football, gère-le, mène au niveau de la fédération allemande comme tu as promis. Et après, tout le peuple t'applaudira. Mais malheureusement, on s'est rendu compte 2 ans déjà après. Et là, je suis très dubitatif sur cette question-là. Je me demande si réellement ceux qui dirigent aujourd'hui le football, en l'occurrence Samuel Eto'o, est venu vraiment pour servir les intérêts du football camerounais ou alors pour se servir. Je me pose véritablement cette question-là aujourd'hui. Parce qu'il a l'expérience du haut niveau et même du très haut niveau. Et donc, on s'attendait minimalement à voir quand même les prémices après 2 ans d'une certaine réelle organisation et d'une certaine idée qui nous destine à effectivement atteindre l'objectif de la fédération allemande tel qu'il a promis. Mais aujourd'hui, je vous promets que même la fédération érythréenne, malheureusement, me semble mieux organisée que la nôtre au Cameroun aujourd'hui. On est endetté, d'un point de vue managérial, c'est la catastrophe. Il y a le coq sportif avec qui il faut solder, il y a Contissor avec qui il faut solder, il y a beaucoup d'autres l'argent prêté à l'État. Voilà. C'est compliqué aujourd'hui. Donc, le chef de l'État est venu pour dire, comme un enfant à qui on dit, ok, voilà, prends l'argent aujourd'hui pendant tout ce premier trimestre pour gérer avec tes petits frères. Tu contrôles tout. C'est toi qui donnes à l'école, tu donnes 100 francs à tout le monde. Le papa qui vous confie donc comme ça, il tourne le dos. Mais après 2 semaines, se rend compte que le fils à qui il a confié cet argent-là pour gérer ses petits frères et autres est un fils dépensier, est un fils qui ne se soucie pas du bien-être de toute la famille et qui n'en fait que pour lui seul. Et donc, à un certain moment, le papa qui est Paul Biya a décidé que stop, il faut mettre fin à tout cela. Et il veut reprendre la main en disant que désormais, Samuel, on revient à ce qui était fait autrefois parce qu'on t'a laissé carte blanche, mais tu nous mènes droit au mur. Et donc, malheureusement, on remet les choses, les clés à l'État qui va désormais gérer. Et toi, tu seras mis désormais sous ajustement structurel, comme on peut dire. Il y a des mesures qui seront prises désormais pour encadrer l'action de la fédération qui n'aura plus de décision réellement à prendre de façon unilatérale. Il a d'ailleurs subtilement annoncé dans son discours disant qu'il a donné des instructions fermes au ministère des Sports par rapport à cela. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez comme d'autres personnes que la gouvernance de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT est pratiquement la pire de ces 20 dernières années à la tête de la Fédération camerounaise de football? Dans votre question, en termes de production du jeu dans votre question, il y a la réponse. C'est que c'est clair que c'est la pire, en fait. Le mot pire, je ne sais pas où vous êtes allé le chercher, mais c'est évident que la gouvernance de Samuel Eto'o, c'est une catastrophe, malheureusement. Vous savez, ils ont mis la barre à un niveau très élevé à travers des grosses annonces, des effets d'annonce. Et d'ailleurs, il me souvient qu'après quelques mois seulement, il a été désigné comme étant le meilleur président de l'histoire d'Africafoot depuis qu'elle a été créée. Moins d'un an. Moins d'un an. On était à 6 mois par là, où on lui a dessiné tout un diplôme pour dire que c'est le meilleur président de l'histoire de la FECAFOOT. Mais aujourd'hui, quand on regarde vraiment cette FECAFOOT-là, du point de vue d'abord du management, du point de vue de la gestion des hommes et la gestion financière même de la FECAFOOT, j'ai discuté récemment avec M. Ken, qui est le patron du cabinet Mort Stéphane, qui est en charge de faire l'audit des comptes de la fédération, qui te dit des choses surréalistes simplement. Donc quand on regarde donc d'un point de vue de la gouvernance, du point de vue sportif, c'est la catastrophe, les sélections nationales, elles enchaînent des comptes de performance et des défaites à tout va. Quand on regarde que le football d'un point de vue local, que ce soit le championnat local, que ce soit les championnats jeunes et autres, ça découpe pas véritablement parce que et on ne va pas se voir avec au quotidien. Les stades sont pleins, machin, avec des images en plan serré où on te montre quelques 200 personnes dans un coin, on te dit que notre stade est plein. En fait, ils sont dans une forme de surcommunication qui, malheureusement, confrontée à l'épreuve des faits et de la réalité sur le terrain, n'est que de la poudre aux yeux, malheureusement. Donc, quand on analyse tous ces éléments-là et qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a quand même à la tête de la fédération un ancien joueur, un ancien grand joueur, évidemment qu'on ne peut qu'arriver à la conclusion selon laquelle c'est le management le plus catastrophique de l'histoire de notre football. Jamais, dans l'histoire du Cameroun, on avait vu
des clubs camerounais complètement balayés en compétition africaine. Dans la même année, les Camerounais, l'équipe des sélections nationales balayée à la CAN, sur les U17, U23, dans toutes les sélections, les A' au CHAN, balayés aussi, on n'avait jamais vu cela de l'histoire du Cameroun. Donc, que ça arrive aujourd'hui, alors qu'on a la tête de l'équipe de la fédération, un ancien joueur qui a promis monts et merveilles aux Camerounais, mais qui aujourd'hui malheureusement n'arrive pas à tenir même les 10% de ce qu'il avait promis. Évidemment que la conclusion, elle est là, elle est claire, elle est évidente, c'est que Samuel Eto'o est malheureusement le président le moins productif de l'histoire du football camerounais. Que faut-il faire donc? Est-ce qu'il faut le laisser aller jusqu'au bout de ses 4 ans? Ou alors il faut aller jusqu'au bout de ses 4 ans, être plus tolérant, lui donner 4 ans de nouveau? Je pense malheureusement que lui-même ne sait pas donner les moyens de finir son mandat. Samuel Eto'o ne sait pas donner les moyens de finir son mandat. Oui. Quand vous avez sur vous autant de procès à la FIFA, autant de procès à la CAF, autant de procès dans les instances dirigeantes du football mondial, en fait, vous vous êtes vous-même creusé la route pour la tombe. En fait, c'est pas nous qui décidons. Nous, on aime Eto'o. Moi, je suis fan d'Eto'o. Je suis son premier fan. Je suis fan d'Eto'o. J'ai été fan d'Eto'o le joueur. Oui. Je suis fan d'Eto'o la personne. Mais je suis radicalement opposé à Eto'o le gestionnaire, qui malheureusement s'est mis dans la voie de l'échec, dans la voie de la déchéance. Alors, la vraie question aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'il sera débarqué de la fédération, malheureusement. Après, il a ses réseaux, il a ses contacts et autres qui peuvent permettre de retarder l'échéance. Oui. Mais malheureusement, et je pense que la dernière réunion extraordinaire du comité exécutif est un peu symptomatique de l'état d'esprit de l'homme aujourd'hui. Que pensez-vous justement du fait qu'il ait déposé sa démission et qu'on dise que les membres du comité exécutif ont clairement dit qu'ils ne veulent pas de cette démission? C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, clairement, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Quand on veut démissionner, oui. Quand on veut démissionner, en fait, on ne vient pas proposer sa démission au COMEX. On vient informer le COMEX de ce qu'on a démissionné. Oui. Alors, mais lui, il vient proposer, on a déjà vu ça sur d'autres cieux, hein, d'un point de vue politique. Je ne reviendrai pas là-dessus ici, mais on l'a déjà vu. Comment vous expliquez que d'autres décisions ont été prises autrefois à la fédération par Samuel Eto'o et ne se soit jamais heurté ces décisions-là au refus du COMEX, et que seule la décision de sa démission se heurte subitement comme ça au refus du COMEX? On a débarqué Guibaï Gatama. Jamais ils sont opposés à cela. Oui. Alors que les mobiles pour lesquels il a été débarqué ne sont pas des mobiles cohérents. On a débarqué des garçons comme Dialakwan qui n'ont revendiqué qu'un peu de transparence. Jamais le COMEX ne s'est opposé à cela. Mais d'où vient-il qu'un mec qui vous dit que j'ai échoué à la CAN? J'ai échoué dans la mission qui m'a été confiée, celle de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et donc je m'en vais. Et vous venez dire que non, qu'il ne parte pas. Non, c'est que le mec, et je doute même d'ailleurs de la sincérité du fait qu'on ait proposé cette décision-là au COMEX. Qu'est-ce que Dialakwan avait dit une fois? Il nous a dit qu'il y a des décisions qu'eux-mêmes au COMEX ne découvraient que sur les réseaux sociaux. Des communiqués qu'eux-mêmes ne découvraient que sur les réseaux sociaux. Et je me dis, je soupçonne d'ailleurs qu'on soit dans cette configuration-là où ils ont fait une réunion comme ça, et après, on a demandé au SG de la fédération de faire un communiqué et qu'on balance aux gens pour donner l'impression que Samuel a voulu démissionner. Et après, il a été supplié par les membres du COMEX qui lui ont dit « Ah non, pardon, Samuel, reste pas, tu fais du très bon travail. » Non, le mec avoue lui-même qu'il a fait un travail catastrophique et qu'il n'a plus les coups de franche pour pouvoir conduire au destin du football camerounais. Et donc, il démissionne. Il faut le laisser démissionner. C'est la moindre des choses. Si vous dites aujourd'hui que vous partez de GNJ, mais c'est une décision personnelle, une décision mûrie. C'est que vous avez été appelé ailleurs pour faire du bon travail, toujours comme vous le faites déjà ici, et donc vous partez. Mais vous ne venez pas dire aux gens, est-ce que je peux démissionner? Non, c'est trop quartier ça, sincèrement. D'accord. Alain Denis, on va sortir justement de cet entretien par cette dernière question. Comment avez-vous vécu le sacre de la Côte d'Ivoire? Est-ce que d'après vous, c'est la consécration d'une équipe vers laquelle le Cameroun devrait prendre exemple et comme pour modèle pour peaufiner les prochaines victoires? Comment avez-vous vécu cela, puisque vous étiez encore en Côte d'Ivoire? On ne va pas se faire beaucoup d'amis si on commence à dire que le Cameroun doit prendre, par exemple, la Côte d'Ivoire. Vraiment, je ne dirais pas ça parce que ça m'attirera beaucoup de haine encore. J'en ai déjà assez comme ça de la haine des Camerounais qui, pour la plupart, enfin pas pour la plupart, mais qui, pour certains, estiment que voilà, je suis trop critiqué et autres. D'ailleurs, une fois, j'avais dit que le Cameroun devait s'inspirer de l'exemple sénégalais pour reformer son football et ne pas aller prendre, par exemple, l'Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est beaucoup trop loin de nous. Oui. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent aussi que le football dans un pays ne peut pas avoir un niveau de développement très décalé
du niveau de développement du pays en lui-même. C'est une utopie que de vouloir dire aux gens qu'on peut être au Cameroun et développer le football comme le football allemand, alors que le Cameroun est très très bas en termes de développement en lui-même. Pour revenir à votre question, est-ce la CAN de la Côte d'Ivoire, l'équipe de Côte d'Ivoire est une équipe qui devrait inspirer le Cameroun? Oui. Oui. Parce que ça a été un modèle de résilience, ces Ivoiriens-là. Je pense d'ailleurs, je le dis souvent sur d'autres cieux, que je crois qu'ils ont été portés par quelque chose d'irrationnel. Il y a un truc, il y a une main invisible qui a porté la Côte d'Ivoire et qui leur a dit « Voici votre sacre ». Ils viennent quand même de très loin. Ouais. Il y a d'abord le fait qu'ils sortent d'un traumatisme d'être battus 4-0 dans votre stade, devant votre public. Par qui? Pas par le Cameroun. Une douche froide. Pas par le Sénégal. Pas par une grande équipe africaine, mais par la Guinée équatoriale. Pas la Guinée qu'on a créée, la Guinée équatoriale. Oui. 4-0 chez vous. Vous sortez de là. Vous arrivez en 8e de finale, vous rencontrez l'équipe du Sénégal. Vous êtes mené au score très tôt. On se dit que c'est fini pour vous. Vous réussissez quand même à avoir des ressources nécessaires pour vous relever et battre cette équipe-là à l'épreuve, je crois, des prolongations avec ce but qui intervient dans la foulée comme ça. Vous sortez de là, vous allez en quart de finale. Là encore, c'est un peu, c'est dur. Vous vous en sortez quand même. Ensuite, demi-finale, vous réussissez quand même à remporter, je crois, 1-0 face à l'équipe de la RDC. Et en finale, vous rencontrez le Nigeria, qui est aussi réputé être une de vos bêtes noires. Vous réussissez à les battre. Je pense que si on est éditeur et qu'on propose ce genre de scénario, vous signez directement pour le produire parce que c'est un scénario qui va séduire beaucoup de public. Et donc, je pense que la Côte d'Ivoire, oui, a fait une très belle compétition. C'est vrai qu'en termes d'émotion, je n'aurais pas aimé être à la place des Ivoiriens pour vivre cela parce que c'était quand même très extrême. Quand on voit où est-ce qu'ils étaient, avec des défaites au premier tour, quand on voit où est-ce qu'ils arrivent vers la fin, c'est des extrêmes très larges et je n'aimerais personnellement pas vivre ce genre d'émotion. Mais à la fin, quand on sort de là avec une victoire, évidemment que c'est assez glorieux pour l'équipe et je pense que le Cameroun devrait pouvoir peut-être tricher ce modèle d'abnégation. Parce qu'en fait, il fallait beaucoup d'abnégation pour pouvoir suivre ça, cela. Et surtout ce modèle de gestion. Parce qu'ils ont eu des coups de franche pour pouvoir dire que Gasset, monsieur, c'est bon pour ce que vous avez fait pour nous, mais il faut un électrochoc. L'électrochoc, malheureusement, au football, c'est très ingrat. C'est l'entraîneur qui perd la tête. Et on a mis l'entraîneur de côté. Et je pense qu'au Cameroun, on devait pouvoir avoir suffisamment de couilles, excusez le terme, pour pouvoir, n'est-ce pas, couper la tête d'un entraîneur quand il le faut, dans le bon timing, pour pouvoir permettre à l'équipe de franchir un cap dans ses résultats. Merci beaucoup Alain Denis. Cool, c'est ici qu'on met un terme à cet entretien. Ça allait trop vite. C'est vrai, mais malheureusement, le temps imparti à cette émission est arrivé à son bout. Ouais. Merci infiniment pour... Merci à vous, Romaric, c'est un plaisir. Merci encore. Et bon vent, continuez de faire ce que vous faites sur la toile pour édifier les Camerounais sur comment se porte le football au Cameroun et ses acteurs. Merci une fois de plus. Et merci aussi aux Ivoiriens de nous avoir servi cette magnifique CAN. Ouais. On le dit, l'équipe de JNJ est actuellement en pleine négociation d'une interview en Côte d'Ivoire. Peut-être dans les prochaines semaines, nous nous déporterons du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de négocier une interview avec Charles Blé-Goudé. On espère effectivement qu'on pourra l'avoir en interview spéciale sur nos antennes. Pourquoi pas en direct de la Côte d'Ivoire. Quant à nous, on se dit... bientôt avec un autre invité. Le prochain sur la liste n'est pas encore calé, nous y travaillons, mais nous vous informerons dans les prochaines éditions. Merci à toute l'équipe technique chapeautée encore par Gilles Bédard-Noubissi aujourd'hui et NMZ à la réalisation. Merci aussi à Grace qui a coordonné et supervisé cette émission. Merci à vous de continuer de suivre l'actualité sur la chaîne YouTube et la page Facebook de JNJ Media. Retrouvez dans les prochaines productions de Regards croisés Raoul Patrick Biffey-Rock et l'ensemble de ses invités.